Bienvenue dans cette édition spéciale du Journal de l'Afrique consacrée au retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Un retour triomphal pour l'ancien président. Laurent Gbagbo rentre par la grande porte en Côte d'Ivoire. Son avion a atterri à 16h15 heure locale. Un comité d'accueil important l'attendait pour l'accueillir. L'ancien président rentre après 10 ans d'absence et plus de 7 ans de détention à La Haye, où il était jugé par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité après les violences post-électorales de 2011. Acquitté par la CPI, il foule de nouveau le sol de son pays. Que va-t-il se passer après ces festivités? Va-t-il être amnistié pour le braquage de la BCAO, pour lequel il avait été condamné par contumace à 20 ans de prison? A-t-il un agenda politique? Où en est la réconciliation nationale? Autant de questions que nous poserons à notre invité, Francis Patinde. Nicolas Germain sera également avec nous sur ce plateau. Mais sans plus tarder, on prend la direction d'Abidjan. Retrouvez notre envoyée spéciale Caroline Dumais. Caroline, bonsoir. Vous étiez sur place à l'aéroport. Quelle était l'ambiance? Écoutez, pour être honnête, ce qui s'est passé dans les rues d'Abidjan au moment du cortège, au moment où Laurent Gbagbo a quitté l'aéroport, ne nous a pas surpris, une foule en liesse. À l'intérieur même du pavillon présidentiel, c'était un peu curieux parce que finalement, il ne s'est pas prononcé, il n'a pas parlé, il ne s'est même pas montré. Il a descendu, il a effectivement foulé le sol ivoirien de ses pieds parce qu'il a descendu de l'avion, Laurent Gbagbo. Mais l'ancien président, ensuite, a paradé dans un véhicule. Il devait saluer toutes les personnalités qui étaient là et il était dans son véhicule. Et puis, vous savez, Laurent Gbagbo, pour beaucoup en Côte d'Ivoire, c'est quand même un animal politique. C'est un tribun extraordinaire. C'était un syndicaliste, quand il était leader étudiant contre le président Félix Houphouët-Boigny, il captivait les foules. Il aime beaucoup parler, il aime beaucoup s'exprimer, il aime beaucoup convaincre. Et là, on n'a pas entendu. Donc, ça a été un petit peu la surprise du jour. Alors Caroline, la journée a été émaillée d'incidents. Il y avait de la joie du côté des partisans, mais beaucoup de tensions tout de même. Absolument, parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas vraiment exprimer leur joie, les partisans. Je crois que les forces de l'ordre avaient pour mot d'ordre de ne pas laisser des attroupements. Donc, dès qu'il y avait un groupe, il fallait les disperser. Donc, disperser à coups de grenades lacrymogènes, disperser immédiatement, systématiquement. Et évidemment, ça a donné lieu à des escarmouches. On n'a pas de bilan. On a contacté la Croix-Rouge qui a refusé de nous donner un bilan des blessés, mais des blessés, il y en a eu. C'est certain. Des ambulances, on en a vu aussi, tant du côté de l'aéroport, au rond-point Akouaba, là où on avait fait les barrages pour empêcher la foule d'accéder au pavillon présidentiel, mais aussi des ambulances. Il y a eu des témoignages auprès du QG du FPI. Il y a eu plusieurs blessés, visiblement. Alors Caroline, globalement, comment les Ivoiriens perçoivent-ils ce retour ? Alors les Ivoiriens, c'est un bien grand mot, mais je crois que généralement le ton qui est donné est celui de la réconciliation. Et c'est quelque chose qui soulage tout le monde, vraiment. Je pense que de revoir Laurent Gbagbo, qu'on soit pour, qu'on soit contre, c'est quand même le sentiment qu'on tourne une page de l'histoire, parce que bon, la Côte d'Ivoire a eu les 20 dernières années très agitées et passé de guerre en crise, de conflit post-électoral en crise post-électorale. Et je pense que tout le monde est convaincu que si au moins tous les acteurs de la scène politique sont ensemble, que plus personne n'est en prison, et qu'il y a peut-être une possibilité de pardon, une possibilité d'amnistie, et on peut continuer. Je crois que tout le monde est vraiment dans l'état d'esprit de normalisation ici en Côte d'Ivoire. Et le retour, en ce sens, eh bien, c'est une normalisation de la vie politique en Côte d'Ivoire. Merci Caroline, et on continuera à suivre cette actualité avec vous et vos équipes sur place. Merci à Samuel Bernard et Anan Ferjani et Sam Bradpis pour cette couverture. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la vie de Laurent Gbagbo. Avant d'être président, il était opposant, un opposant charismatique qui a su atteindre le sommet de l'État après avoir franchi patiemment plusieurs étapes. Son portrait signé Julie Chouteau. Laurent Gbagbo, c'est d'abord l'histoire de décennies d'opposition à Félix Houphouët-Boigny, le père de l'indépendance ivoirienne. Né en 1945 dans l'ouest de la Côte d'Ivoire au sein d'une famille catholique et modeste de la minorité bété, il s'engage dès son jeune âge dans le syndicalisme.
Après son doctorat en histoire, ce social-démocrate crée son parti en 1982 dans la clandestinité. Le Front populaire ivoirien n'est autorisé qu'en 1990, après 6 ans d'exil en France de Laurent Gbagbo. La démocratie pluraliste est un passage obligé. Parce que dans un parti unique, il n'y a aucun contrôle. Il n'y a ni contrôle syndical, ni contrôle parlementaire, ni contrôle institutionnel. Toujours en 1990, l'opposant se présente à l'élection présidentielle. Vous avez à choisir entre le passé et l'avenir. Il ne la remporte pas, mais s'installe dans le paysage politique. La même année, il est élu député. 10 ans plus tard, en 2000, Laurent Gbagbo accède à la fonction suprême après un scrutin mouvementé, une participation faible. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Le mandat de Laurent Gbagbo est marqué par une crise politico-militaire qui scinde le pays en deux. Dans le nord, des rebelles partisans d'Alassane Ouattara réclament le départ du président. L'élection présidentielle est repoussée à 6 reprises. En 2010, elle oppose finalement les deux rivaux, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Déclaré perdant par l'instance électorale reconnue par l'ONU, Laurent Gbagbo est donné vainqueur par le Conseil constitutionnel dirigé par l'un de ses proches. M. Gbagbo Laurent est proclamé élu président de la République de Côte d'Ivoire. S'ensuivent des affrontements sanglants entre les deux camps qui font plus de 3000 morts. Laurent Gbagbo est accusé par ses opposants d'avoir organisé une campagne de meurtre et de viol. Le 11 avril 2011, le président sortant est arrêté par les hommes d'Alassane Ouattara, aidés par les forces de l'ONU et l'armée française. En novembre 2011, Laurent Gbagbo est transféré à La Haye. Il devient le premier ancien chef d'État à être remis à la Cour pénale internationale. Jugé pour crimes contre l'humanité, l'ex-président passe plus de 7 ans en détention. Le 31 mars 2021, il est finalement acquitté faute de preuves. Une revanche sur l'histoire pour Laurent Gbagbo et ses partisans. Francis Patindé, chroniqueur au Monde Afrique et professeur à Sciences Po, merci beaucoup d'être venu avec nous pour commenter cette actualité. Plaisir. Alors, comment qualifier ce destin ? On vient de voir le parcours de Laurent Gbagbo. Comment qualifier le destin de cet homme parti de rien? Il a gravi les échelons, il est arrivé au sommet, et la descente aux enfers, puis ce retour. C'est un destin extraordinaire que celui de Laurent Gbagbo. D'abord opposant, connu, premier opposant au père de l'indépendance, à une époque où personne n'osait défier Félix Houphouët-Boigny. Ensuite, président de la République. Ensuite, prisonnier et déporté donc à La Haye, prisonnier à la CPI, dans une prison néerlandaise. Et voilà qui rentre aujourd'hui auréolé, d'abord acquitté. Donc il était accusé, suspecté de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Il est blanchi par la CPI, il rentre dans son pays et vous avez vu l'accueil extraordinaire. Parce qu'avant tout, Laurent Gbagbo, c'est un historien. C'est également un homme politique. Et c'est tout ce qu'il sait faire. De mieux, c'est de la politique. Et je ne doute pas que là, on assistera dans les jours qui viennent à une reconfiguration de la scène politique ivoirienne. On y reviendra. Regardez d'abord ces images, des images de l'arrestation de Laurent Gbagbo en 2011. Elles contrastent avec celles d'aujourd'hui, celles d'un retour triomphal. Voilà ces images, on les voit à présent. Nicolas Germain, vous y étiez en Côte d'Ivoire avec Yohann Bodin à l'époque de cette crise post-électorale qui avait fait, je le rappelle, plus de 3000 morts. Et à l'époque, la situation était difficile. Le pays revient de très loin. Oui, avec Yohann Bodin, on était allé d'abord en janvier 2011, puis en mars-avril 2011. Et entre les deux périodes, la situation s'était vraiment nettement détériorée. En mars-avril 2011, c'était vraiment une guerre civile dans une zone urbaine. Abidjan, c'est une ville de 4 millions d'habitants. Et il faut imaginer qu'à l'époque, les rues étaient désertes parce que les gens avaient peur d'aller dehors. Il y avait des tirs à l'arme lourde, il y avait des cadavres dans les rues. Et donc les gens avaient été vraiment tétanisés. Et puis finalement, le 11 avril 2011, donc avec les hommes de Ouattara, avec l'aide des forces françaises et des forces de l'ONU, finalement finissent par arrêter Laurent Gbagbo dans sa résidence d'Abidjan ultra protégée. Et juste après cette arrestation, avec Yohann Bodin, on a pu aller filmer cette résidence en flammes et ça montre bien l'atmosphère qui régnait à l'époque. Et je vous propose de regarder un extrait de ce reportage donc, qui date du 11 avril 2011. On regarde. Voici l'entrée de la résidence de Laurent Gbagbo, du moins ce qu'il en reste. À côté du corps sans vie d'un des derniers fidèles de l'ancien président ivoirien, les hommes de Ouattara sont ivres de joie. Laurent Gbagbo est parti, non, propre. Regardez juste la marque. Ouais. C'est des trouillards, ça reste... Ça, on va s'amuser avec ça ce soir. Le bâtiment
à moitié détruit, est en flammes. Pendant 24 heures, il a été soumis à un intense bombardement des forces françaises et de l'ONU. Et voilà ce qu'il a eu comme récompense. Donc voilà, nous sommes libres, on va rentrer en famille tranquillement pour voir nos enfants, on va déposer les armes. Dans un salon de réception, sur la table, il ne reste qu'une Bible. Ces derniers jours, Laurent Gbagbo les a passés dans ses sous-sols. Une chambre, un bureau et des liasses de documents. Les pillards sont passés par là. Nicolas Germain, où en est aujourd'hui la réconciliation nationale ? En fait, je pense que la question, c'est est-ce qu'on peut avoir une réconciliation s'il n'y a pas vraiment de justice? Parce que si on regarde, il y a eu 3000 morts dans les deux camps, il n'y a pratiquement eu aucune condamnation. On voit Laurent Gbagbo a été acquitté, beaucoup de ses alliés, dont Simone Gbagbo, ont été libérés en 2018 grâce à une loi d'amnistie en Côte d'Ivoire. Et puis du côté du camp Ouattara, très peu de condamnations. Il y en a eu une importante cette année. C'était un ancien chef de guerre qui s'appelait Amédée Ouérémy et qui disait travailler pour le camp Ouattara. Lui, il est condamné à perpétuité. Vous vous souvenez, c'est pour la mort en mars 2011 de 817 personnes à Douékoué, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais si on regarde dans les deux camps, il y a très peu de condamnations. Et donc la question se pose, s'il n'y a pas vraiment eu de justice et de condamnation, est-ce qu'on peut avoir une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire? Alors Francis Patindé, vous avez rencontré Laurent Gbagbo récemment. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme qui a vécu tout ça, qui a été arrêté, qui a été transféré à La Haye, qui a été emprisonné pendant plus de 7 ans et qui aujourd'hui se retrouve de retour acquitté sur le sol ivoirien? Dans sa prison, Laurent Gbagbo avait pour occupation de la lecture. Il lisait beaucoup de biographies de Gaulle, Churchill, Eisenhower, des gens comme et Mitterrand. Il a une passion dévorante pour Mitterrand. Et donc c'est quelqu'un qui a le sens de l'histoire. Et c'est quelqu'un, moi je ne le vois pas faire autre chose que de la politique. Il était très bien informé en prison à La Haye. Vous savez, il cohabitait avec d'autres prisonniers. Il y avait Charles Taylor qui dépendait du tribunal spécial pour la Sierra Leone. Il y avait Jean-Pierre Bemba. Ils étaient tous là. Les autres jouaient aux dames, jouaient au ludo. Et lui, sa passion, c'était la lecture. Et ça étonnait même ses gardiens qui se disaient, mais quel est ce prisonnier qui n'adore qu'une seule chose, lire? Non, c'est quelqu'un qui va, je pense, qui n'abandonnera pas la politique. Ce qui se passe dans sa tête, c'est de réconcilier les Ivoiriens, participer avec le président Ouattara, le président Bédié, à quelque chose de mieux, d'assainir la vie politique, afin que, parce qu'ils appartiennent tous les trois quand même à une génération qui est en train de partir, de sortie de scène. Mais je ne pense pas, pour ma part, que la sortie de scène soit pour bientôt pour Gbagbo. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Alassane Ouattara aujourd'hui? Alassane Ouattara, je pense que, vous savez, les deux hommes se connaissent très bien. Ils ont été des alliés, on l'a souvent oublié, au milieu des années 1990 jusqu'en 99. Ensuite, ils se sont opposés. Maintenant, Gbagbo rentre. Je pense que Alassane Ouattara est, par la force des choses, un interlocuteur privilégié pour Laurent Gbagbo. Ils savent que s'ils ne s'entendent pas, s'ils ne font pas ensemble, s'ils ne marchent pas de concert, que la Côte d'Ivoire est partie pour déraper dans les prochaines années, les prochaines décennies. Donc c'est impératif que ces deux-là s'entendent. Alors, vous l'avez dit et répété, pour vous, Laurent Gbagbo ne va pas prendre une retraite. C'est un homme politique, il a la politique dans le sang, c'est ce que vous avez sous-entendu il y a quelques instants. Mais a-t-il un agenda politique? On se souvient d'un entretien que Alassane Ouattara avait accordé à France 24 et RFI en octobre dernier, lors de la présidentielle. Il avait dit qu'il était favorable à une limite d'âge pour les candidatures à la présidentielle, oui, qu'il était temps de se retirer de la scène politique. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Je pense que Gbagbo, il peut faire de la politique sans être forcément au palais. C'est-à-dire, il impulsera, il remontera son parti, le Front populaire ivoirien, qui a été créé dans la clandestinité avec un petit groupe d'hommes et de femmes, et il va essayer de remonter ça pour que, au moins, il lègue ça aux Ivoiriens pour demain. Mais si le jeu était ouvert, qu'il avait l'opportunité de se présenter à la présidence de la République, donc dans 4 ans, un peu plus de 4 ans, et il n'hésitera pas une seconde. Alors, une question, on parle de se retirer de vous avez dit, ces vieux loups de la politique ivoirienne. Oui. Est-ce qu'on n'a pas un peu oublié aujourd'hui d'autres personnes, notamment Charles Blé Goudet, qui lui aussi a été acquitté, qui n'a toujours pas son passeport? Est-ce que lui, par exemple, n'incarnerait pas avec d'autres cette nouvelle génération qui pourrait incarner la nouvelle politique ivoirienne? Effectivement, je pense que Charles Blé Goudet aura bientôt son passeport. Et les choses se font en plusieurs étapes. Il y a l'étape des chefs.
Laurent Gbagbo, donc qui est rentré. Après, ce sera dans la foulée, ce sera Charles Blé Goudet. Mais dans cette génération, vous avez d'autres personnes. Vous avez des gens au PDCI, vous avez Yasmina Ouyen, que vous connaissez sans doute, c'est des gens qui sont prometteurs. Charles Blé Goudet. Mais le problème, c'est qu'il y a Soro aussi. C'était ma prochaine question. Guillaume Soro, qui a été, le procureur, a requis hier contre lui la perpétuité et a requis aussi la dissolution de son mouvement. Oui, mais je pense que pour le moment, Soro est mal barré parce que c'est la cible actuelle. Gbagbo n'est plus une cible, Blé Goudet non plus, et Soro est la cible actuelle de l'équipe. Mais je ne désespère pas, en Côte d'Ivoire, tout finit par s'arranger autour des chefferies traditionnelles, autour des vieux sages, et tout devrait rentrer dans l'ordre, peut-être pas dans l'immédiat, mais c'est pas exclu. Donc la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie de la réconciliation, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Francis Patindé, merci Nicolas Germain, merci à nos équipes sur place, à Caroline Dumais, Anan Ferjani, Samuel Bernard et Samuel Bradpis. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à Célia Caracena et aux équipes en régie. Restez avec nous, c'est la fin de cette édition spéciale du Journal de l'Afrique consacrée à Laurent Gbagbo. On se quitte sur ces images. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.